Ils l'ont amené dedans avec pas d'étiquette, pas de portefeuille et assez de cicatrices pour cartographier chaque guerre de la dernière décennie. Les docteurs ont vu un homme mourant. L'infirmier a vu un lunatique qui avait déjà cassé 2 contentions. Mais quand la salle de traumatologie 4 est entrée en confinement, parce que le patient avait tourné un scalpel contre le chef de chirurgie, l'hôpital est appelé le SWAT. Ils n'ont pas compris. Il n'était pas psychotique. Il exécutait un protocole de défense. Il était un dysfonctionnement d'armes profond derrière les lignes ennemies. Pendant que la police chargeait leurs fusils, une infirmière a marché devant la barricade. Elle n'avait pas de gilet. Elle avait juste un nom, un indicatif qui n'aurait pas dû exister en dehors d'un dossier classifié au Pentagone. La pluie sur Seattle ne tombait pas juste. Elle essayait de noyer la ville. Au centre médical St. Jude, les portes des urgences se sont ouvertes en sifflant, admettant une rafale de vent glacial et 2 ambulanciers poussant un brancard avec une urgence frénétique qui a fait lever les yeux à tout le monde. Homme John Doe, âge approximatif 35, haut le chef ambulancier, un gars nommé Miller est crié par-dessus le brouhaha de la salle d'attente. Trouvé sur le côté de l'I5, multiples blessures par balle à l'abdomen, hémorragie interne possible. Il est combatif au combat. Nous avons dû le céder, mais il a brûlé 5 mg de verre comme si c'était de l'eau. Amelia Hart a levé les yeux de la station de triage. Elle avait 42 ans, une infirmière vétéran qui avait passé ses 20 ans à Lindol, Allemagne, traitant des garçons qui avaient été déchiquetés dans des endroits qu'ils ne pouvaient pas prononcer. Elle connaissait le regard dans les yeux de Miller. Ce n'était pas juste de l'urgence, c'était de la peur. Traumatologie 4 et aboyé le Dr. Sterling. Sterling était le nouveau médecin traitant. Brillant, arrogant et entièrement trop jeune pour comprendre que la médecine n'était pas juste de la plomberie. C'était à propos des gens. Faites entrer la sécurité là-dedans. Il se débat. Amelia a abandonné son presse-papier et a suivi la ruée. À l'intérieur de Traumatologie 4, le chaos a plu. Le patient était un mur de muscles et de tissus cicatriciels, glissant de pluie et de sang. Malgré avoir perdu ce qui ressemblait à 2 pinces de sang, il se battait avec une férocité primale et terrifiée. Ses yeux étaient grands ouverts, pupilles dilatées, dardant autour de la pièce, cherchant des menaces, pas des aides. « Maintenez-le !» a crié Sterling, essayant de poser un stéthoscope sur la poitrine de l'homme. « Lâchez-moi !» La voix était d'un râle rauque, sonnant comme si elle avait été brisée par des cris. L'homme n'a pas juste poussé l'infirmier. Il a tordu ses hanches et a utilisé le levier de ses jambes pour jeter un homme de 200 livres dans le chariot d'urgence. C'était un mouvement tactique. Amelia s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte. Elle a regardé les mains de l'homme. Il ne se débattait pas. Il atteignait sa ceinture, vérifiant une arme de poing qui n'était pas là, puis balayant sa main gauche vers sa poitrine, cherchant une radio. « Continuons en cuir maintenant !» Sterling a crié, reculant, alors que le patient balançait d'un coup de poing sauvage qui a manqué la mâchoire du docteur d'1 pouce. « Ne me touchez pas !» a rugi l'homme. « Périmètre violé. J'ai besoin d'un extrait. J'ai besoin d'une extraction maintenant. » « Il est psychotique » a murmuré Sterling, attrapant une seringue d'un plateau. « Donnez-moi de l'allopéridol. 10 mg, nous devons l'assommer avant qu'il ne saigne à mort. » Amelia s'est approchée, serrant le mur. Elle a regardé les yeux de l'homme. Il ne regardait pas les docteurs. Il regardait les bouches d'aération. Il vérifiait les lignes de visée. Il calculait les sorties. « Docteur, attendez » a dit Amelia, sa voix coupant le bruit. Il n'est pas psychotique. Il flash en arrière. Vous le mettez au coin. Il va tuer quelqu'un, infirmière Hart, à moins que vous n'ayez un diplôme en psychiatrie que j'ignore. Attrapez un membre et maintenez-le. Sterling a claqué. 2 gardes de sécurité, des hommes baraqués nommés Davis et Kowalski, ont bondi sur le patient. C'était une erreur. Le patient, saignant de 3 trous de balles dans son ventre, a laissé tomber son centre de gravité. Il a attrapé le poignet de Kowalski, l'a tordu avec un claquement écœurant et a envoyé le garde à genoux.
Dans le même mouvement, il a arraché une paire de ciseaux de traumatologie du comptoir. La pièce s'est figée. Le patient a reculé dans le coin, les ciseaux tenus en prise inversée, l'aime courant le long de l'avant-bras, une posture de combattant au couteau. Sa poitrine se soulevait, du sang trempant les restes déchirés de son t-shirt gris. « Reculez », a murmuré l'homme. L'agression était partie, remplacée par une clarté froide et terrifiante. « Quiconque franchit la ligne, je sectionne l'artère brachiale. Je vous viderai de votre sang en 90 secondes. » Sterling est devenu pâle. Code argent, code argent. Dans traumatologie 4, nous avons une situation d'otage armé. Amelia n'a pas bougé. Elle a fixé l'homme. Il y avait un tatouage sur son avant-bras intérieur, partiellement obscurci par le sang. C'était un trident, mais pas le trident standard des Navy SEAL que tout le monde reconnaissait. C'était une clé squelette croisée avec un éclair. Elle a senti un frisson lui parcourir l'épine dorsale, qui n'avait rien à voir avec la climatisation. Elle connaissait ce symbole. Elle ne l'avait pas vu depuis 15 ans. Pas depuis que son frère Michael lui avait envoyé un croquis d'un endroit qu'il n'était pas autorisé à nommer. Ce n'était pas un toxicomane. Ce n'était pas un gangster. C'était un fantôme. L'hôpital est entré en confinement. Le hurlement de l'alarme était assourdissant. Lumière clignotante peignant le couloir en stroboscope de rouge et blanc. La police était déjà en route. Le commissariat n'était qu'à 3 pâtés de maison. À l'intérieur de traumatologie 4, l'impasse avait transformé la pièce stérile en zone de tir. Le Dr Sterling et l'infirmière restante, une jeune fille nommée Chloé, qui tremblait de manière incontrôlable, étaient blottis près des bouteilles d'oxygène. Le garde de sécurité, Kowalski, serrait son poignet cassé, gémissant sur le sol. L'homme, le soldat, se tenait dans le coin. Il chancelait. L'adrénaline s'estompait et la perte de sang le rattrapait. Son visage était gris, de la sueur perlait sur son front. Mais la main tenant les ciseaux ne tremblait pas. « Monsieur » a balbutié Sterling, levant ses mains. « Vous êtes mourant. Vous avez des intestins perforés. Vous avez besoin de chirurgie. »« Pas de personnel naturalisé » a marmonné l'homme. Il a cligné des yeux, secouant sa tête comme pour effacer le bruit. « J'ai besoin de la clé de chiffrement. »« Où est le commandement? »« Nous ne sommes pas le commandement, » a dit Sterling, sa voix montant en panique. « Nous sommes des docteurs. Vous êtes dans un hôpital à Seattle. Seattle est compromis, » a marmonné l'homme. Il a regardé la porte. À travers la petite fenêtre, il pouvait voir les premiers policiers arriver, dégainant leurs armes. Ses yeux se sont durcis. Hostile sur le périmètre, Amelia a avancé. Elle a bougé lentement, ses mains vides et ouvertes. « Hart! » Reculez, et sifflé Sterling. Amelia l'a ignoré. Elle s'est arrêtée à 10 pieds de l'homme. Elle avait besoin de voir son visage clairement. Il avait une cicatrice traversant son sourcil gauche et une mâchoire qui semblait sculptée dans du granit. Mais ce sont ses yeux, hantés, bleus et terrifiés, qui l'ont captivé. « Et » a-t-elle dit doucement. Le regard de l'homme s'est braqué sur elle. Les ciseaux se sont levés d'un pouce. « Restez en arrière. Je vous abattrai. »« Je sais, » a dit Amelia. Elle n'a pas utilisé sa voix d'infirmière, ce ton apaisant et condescendant qu'on leur enseignait à l'école. Elle a utilisé la voix qu'elle utilisait quand son père, un sergent-major de marine, était rentré à la maison ivre et en colère. Une voix de fer enveloppée de velours. Vous êtes entraîné à le faire. Vous l'avez probablement fait 100 fois. L'homme a cligné des yeux. Il a semblé confus qu'elle ne mendiait pas. Mais vous ne voulez pas le faire aujourd'hui, a continué Amelia, faisant un demi-pas de plus. Parce que si vous nous vouliez morts, nous serions morts. Vous attendez quelque chose. La respiration de l'homme s'est bloquée. Il a pressé une main sur son côté, du sang foncé jaillissant entre ses doigts. Protocole 7 alpha, flèche brisée. Le cœur d'Amelia s'est arrêté. Flèche brisée. C'était le code pour une unité qui avait été envahie et compromise. C'était un appel à un soutien aérien catastrophique immédiat sur leur propre position.
Il pensait qu'il appelait une frappe aérienne sur lui-même pour empêcher la capture. Dehors, devant la porte, la police criait « Lâchez l'arme, sortez les mains en l'air ». « Ils entrent », a murmuré l'homme. Il a changé sa prise sur les ciseaux. Il se préparait à charger la porte. S'il le faisait, les flics le transformeraient en fromage suisse. « Ce ne sont pas des hostiles, Caleb », a dit Amelia. Le nom a glissé. Elle ne savait pas si c'était son nom, mais elle se souvenait des lettres. Son frère, Michael, avait écrit à propos d'un Caleb, le meilleur tireur qu'il ait jamais vu. Un gamin du Wyoming qui pouvait toucher une pièce de 25 cents d'un mile de distance. Caleb? L'homme s'est figé, sa tête inclinée. Qui vous a dit ce nom? Personne. Emilia a menti. Elle a fait un autre pas. Elle était à 5 pieds de distance maintenant. Mais je sais que vous n'êtes plus dans le bac à sable. Regardez le sol, soldat. Regardez les carreaux. Il a regardé en bas. Vinyle blanc, a-t-elle dit. Pas de sable, pas de terre. Regardez les lumières, fluorescentes, pas le soleil. Il a levé les yeux, clignant rapidement. La réalité commençait à saigner à travers l'hallucination. Il a chancelé violemment, ses genoux fléchissants. Il s'est rattrapé sur le comptoir. Je ne peux pas, a-t-il haleté. Les communications sont coupées. Je ne peux pas atteindre l'observateur. Je suis l'observateur, a dit Amelia. La pièce est devenue silencieuse. Même Sterling a arrêté de respirer. L'homme l'a regardé, cherchant son visage avec un désespoir qui lui a brisé le cœur. « Vous, je suis l'observateur », a-t-elle répété, sa voix ferme. « Et j'appelle le vent. Vous dérivez à gauche. Vous devez corriger. Vous devez vous retirer, Caleb. C'est un ordre direct. » Il l'a regardé fixement, les ciseaux tremblants dans sa main. Pendant une seconde, elle a pensé que ça avait marché. Puis la porte a éclaté. « Police, lâchez-le !» 3 officiers ont inondé la pièce, Glocks dégainés. Le bruit soudain a brisé la connexion fragile. Caleb a rugi, l'hallucination se remettant en place. Il n'a pas lâché l'arme. Il a bondi sur l'officier le plus proche, se déplaçant plus vite qu'un homme mourant n'avait le droit de bouger. « Non !» a crié Amelia. Elle s'est jetée non pas sur la police, mais sur Caleb. Elle a claqué dans son côté saignant, enroulant ses bras autour de sa taille. L'élan les a projetés tous les deux sur le sol dur. « Ne tirez pas !» a-t-elle crié, protégeant son corps avec le sien. « Ne lui tirez pas dessus !» Caleb se débattait sous elle, se préparant à une frappe qui lui briserait probablement le cou. « Whisky !» a crié Amelia dans son oreille. « Whisky! Tango! Foxtrot! 4-9! » L'homme s'est figé instantanément, son bras levé pour frapper et resté en l'air. Les policiers criaient, des lasers dansant sur le dos d'Amelia. Mais elle n'a pas bougé. Elle a tenu l'homme fermement, sentant le martèlement frénétique de son cœur contre sa poitrine. « Sierra 1 » a-t-elle murmuré, des larmes piquant ses paupières. « C'est Sierra 2. Vérifiez le signal. » L'homme a laissé tomber les ciseaux. Sa main est descendue, non pas pour frapper, mais pour agripper son avant-bras. Sa prise était faible, s'estompant. « Sierra aussi » a-t-il sifflé. « Vérifiez. Écho. VI. » Ses yeux ont roulé en arrière dans sa tête. Le combat l'a quitté d'un coup. Il est devenu mou dans ses bras. « Prenez le chariot d'urgence. » Amelia a crié, roulant de lui et appliquant immédiatement de la pression sur ses blessures. « Nous le perdons. N'osez pas lui tirer dessus. Aidez-moi. » 4 heures plus tard, la tempête faisait toujours rage dehors, mais l'ouragan à l'intérieur de Saint-Jude s'était déplacé vers l'USI. Caleb, si c'était son nom, était vivant, à peine. Les chirurgiens avaient retiré 3 balles. Des cartouches de 9 mm. Problème de police ou tactique de courte portée. Personne ne savait. Il était intubé, sédaté et menotté aux barrières du lit avec des menottes en acier robuste. 2 PM armés, police militaire, se tenaient devant la porte vitrée. Amelia était assise dans la salle de pause, ses mains tremblant autour d'une tasse de café tiède.
Ses blouses étaient tachées de son sang. Vous voulez me dire ce diable qui s'est passé là-dedans? Elle a levé les yeux. Le détective Thorne était appuyé contre le chambranle de la porte. C'était un bon flic, fatigué et cynique, mais juste. J'ai désescaladé un patient, a dit Amelia. Vous avez crié un tas de carabia et plaqué un homme qui venait de casser le poignet d'un garde de sécurité, a dit Thorne, tirant une chaise. Et puis la marine arrive 20 minutes plus tard et nous dit que ce gars n'existe pas. Ils ont effacé les images de sécurité cœur. Disparu. Sauvegarde cloud, serveurs locaux. Pouf! Amelia a serré sa tasse plus fort. Qui sont-ils? Des hommes en costume qui ne sourient pas, a dit Thorne. Ils le transfèrent à Bethesda dès qu'il est stable. Peut-être plus tôt. Ils ont essayé de le prendre il y a 1 heure, mais votre chirurgien en chef a fait pousser une épine dorsale et leur a dit que le déplacer, maintenant, le tuerait. Thorne s'est penché. Amelia, vous l'avez appelé, Caleb, et vous avez créé un indicatif, Sierra 1. Comment saviez-vous ça? Amelia a détourné le regard. J'ai deviné. Connery, a dit Thorne, on ne devine pas un code de reconnaissance de combat. Qui est-il? Je ne sais pas, a-t-elle murmuré, et c'était la vérité. Elle ne le connaissait pas, elle connaissait le fantôme de lui. Eh bien, vous feriez mieux de comprendre, a dit Thorne se levant. Parce que ces costumes, ils ne sont pas ici pour l'aider. Un des PM l'a laissé échapper. Ils ne gardent pas un héros, Amelia. Ils gardent un traître. Ils ont dit qu'il était devenu incontrôlable, a tué sa propre unité. Ils attendent qu'il se réveille pour pouvoir l'interroger, pas lui épingler une médaille. Amelia a senti le sang quitter son visage. A tué sa propre unité. C'est impossible, a-t-elle dit. Est-ce? Thorne a haussé les épaules. La guerre fait des monstres. Il l'a laissé seul dans la salle de pause. Amelia a sorti son téléphone. Ses mains tremblaient si fort qu'elle pouvait à peine taper. Elle a ouvert une ancienne application cryptée qu'elle n'avait pas utilisée depuis des années. C'était une boîte à chaussures numérique où elle gardait les scans des lettres de Michael. Michael Hart, son petit frère, un observateur pour l'équipe SEAL. Eh bien, ils n'ont jamais dit le numéro. Il était mort il y a 4 ans dans un accident d'entraînement au large des côtes du Yémen. C'était l'histoire officielle. Accident d'entraînement, cercueil fermé. Elle a fait défiler jusqu'à la dernière lettre qu'elle ait jamais reçue. C'était de manuscrit, griffonné à la hâte. Evie, les choses deviennent bizarres. Nous travaillons avec un gars, indicatif fantôme, vrai nom Caleb. C'est le meilleur, mais il voit des choses. Si quelque chose m'arrive, si l'histoire n'a pas de sens, souvenez-vous du code que je vous ai enseigné quand nous étions enfants. Le mot de passe de la cabane dans l'arbre. Le mot de passe de la cabane dans l'arbre. Whisky, tango, foxtrot. Et puis une ligne qu'elle avait ignorée pendant des années, pensant que ce n'était qu'une blague. Le fantôme sait où les corps sont enterrés, littéralement. Si je disparais, trouvez le fantôme. Amelia s'est levée. La tasse de café est tombée dans la poubelle. Ils allaient l'interroger. Ils allaient l'emmener à un site noir et il disparaîtrait pour toujours. Et tout ce qu'ils savaient sur Michael, la vérité sur l'accident d'entraînement, mourrait avec lui. Elle ne pouvait pas le laisser se réveiller dans une pièce pleine de costumes. Elle avait besoin d'être le premier visage qu'il voyait. Elle avait besoin de savoir pourquoi un homme que Michael avait confiance avait été étiqueté comme traître. Elle est sortie de la salle de pause, a redressé son badge et s'est dirigée vers l'USI. Les PM ont bloqué la porte. « Accès restreinte, madame », a dit le plus grand. Il ressemblait à une statue. « Je suis son infirmière de soins primaires », a dit Amelia, sa voix stable. Il fait une poussée de fièvre. J'ai besoin de vérifier ses signes vitaux et d'ajuster la perfusion d'antibiotiques. Le docteur fait ça, a dit le PM. Le docteur est actuellement en train de discuter avec vos supérieurs dans le hall et bluffé Amelia. Et si cet homme fait une crise et meurt parce que sa température atteint 105, je témoignerai personnellement que vous avez bloqué l'aide médicale. Le PM a hésité.
Il a jeté un coup d'œil à son partenaire. Le partenaire a hoché la tête. « Faites vite, la porte reste ouverte. » Amelia est entrée. La pièce était sombre, éclairée seulement par les moniteurs. Caleb était étendu là, un enchevêtrement de tubes et de fils. Il paraissait plus jeune maintenant que la rage était partie. Vulnérable. Elle s'est déplacée vers le chevet. Elle a vérifié le moniteur, fréquence cardiaque stable. Taille basse mais stable. Elle s'est penchée vers son oreille. « Caleb », a-t-elle murmuré. Aucun mouvement. Elle a réessayé. « Fantôme, c'est Sierra aussi. » Ses paupières ont tremblé. Un gémissement s'est échappé du tube dans sa gorge. Ses doigts ont tressailli contre les contentions. Elle a regardé sa main. Les jointures étaient contusionnées violets. Et là, sous la crasse qu'elle n'avait pas encore nettoyée, elle a vu autre chose. Il avait écrit sur sa propre peau. Ça ressemblait à de l'encre, maculée et pâle. Elle a sorti une lampe silo de sa poche et l'a fait briller sur sa paume. Ce n'était pas de l'encre. C'était une série de chiffres et de lettres griffonnées dans la peau avec quelque chose de coupant. Peut-être une roche ou un morceau de verre. 47 19N 122 33. Au projet Azrael, Michael Amelia a haleté, sa main s'envolant à sa bouche. Elle a fixé le nom gravé dans la chair vivante de sa main. Michael, il n'avait pas tué son frère. Il portait le nom de son frère comme une relique sainte. Soudainement, les yeux de Caleb se sont ouverts brusquement. Ils n'étaient plus flous. Ils étaient clairs, intenses et fixés directement sur elle. Il ne pouvait pas parler à cause du tube, mais il a tiré violemment sur son poignet gauche. Il essayait de lui montrer quelque chose. Amelia a regardé le moniteur. Son rythme cardiaque montait en flèche. L'alarme était sur le point de se déclencher. « Chut, calmez-vous », a-t-elle murmuré. « Je le vois, je vois le nom. » Il a secoué sa tête frénétiquement. Il a tiré son menton vers la poche de perfusion suspendue au-dessus de lui. Amelia a levé les yeux. La poche était étiquetée « mélange salin antibiotique standard ». Mais Caleb la fixait avec terreur. Il a mimé un étouffement. Amelia a regardé de plus près la ligne de perfusion. Il y avait un petit port d'injection près du cathéter. Une minuscule, presque invisible, marque de perforation était dans le plastique du tube, fraîche. Quelqu'un avait injecté quelque chose dans la ligne après qu'elle ait été accrochée. Elle a suivi la ligne jusqu'à la pompe. Le liquide se déplaçant à travers le tube n'était pas clair. Il avait un léger tourbillon laiteux, du chlorure de potassium. À forte dose, cela cause un arrêt cardiaque. Ça ressemble à une crise cardiaque. Intraçable si vous ne le cherchez pas. Quelqu'un n'attendait pas l'interrogatoire. Ils essayaient de l'assassiner ici même en USC. Le moniteur cardiaque a commencé à biper plus vite. 140, 150. « Hé !» a crié le PM depuis la porte. « Qu'avez-vous fait? » Amelia n'a pas pensé. Elle a arraché la ligne de perfusion du bras de Caleb. Du sang a giclé sur les draps. « Il est en arrêt !» a-t-elle crié, se retournant pour bloquer la vue du PM de la poche sabotée. « Prenez le chariot d'urgence, appelez un code. » Alors que le PM se tournait pour crier dans le couloir, Amelia a attrapé la poche de perfusion sabotée, l'a glissée sous son haut de blouse et a attrapé une poche fraîche de l'étagère, la perforant en quelques secondes. Elle s'est penchée près de Caleb, dont les yeux étaient grands ouverts de panique. « Ils sont là », a-t-elle murmuré. « Mais moi aussi, tu restes en vie, fantôme. Tu m'entends? Tu restes en vie. » Le chaos en aussi était absolu. Les alarmes sur le moniteur de Caleb hurlaient un aplatissement. Non pas parce que son cœur s'était arrêté, mais parce qu'Amelia avait déconnecté les fils dans un flou de mouvement. Code bleu, je vous vois. Lit 3. L'interphone a retenti. Amelia savait qu'elle avait moins de 90 secondes avant l'arrivée de l'équipe de réanimation. Les PM criaient dans leur radio, distraits par l'urgence médicale soudaine. C'étaient des soldats, pas des infirmiers. Ils ont reculé de la mort perçue, donnant à Amelia la fenêtre chaotique dont elle avait besoin. Elle n'a pas commencé la RCR. Au lieu de cela, elle a attrapé un laryngoscope
et a coupé le ruban tenant le tube respiratoire de Caleb. « Réveillez-vous » a-t-elle sifflé, retirant le tube avec un glissement humide et écœurant. Caleb a suffoqué, son corps saquant hors du matelas. Une toux violente a secoué sa poitrine, pulvérisant une fine brume de sang. Il a aspiré une bouffée d'air brut, ses yeux sauvages et flous. « Silence » a commandé Amelia, pressant sa main sur sa bouche. « Si vous faites un bruit, nous sommes tous les deux morts. Pouvez-vous marcher? » Caleb a hoché la tête faiblement. Il a balancé ses jambes par-dessus le côté du lit, sa blouse d'hôpital trempée de sueur. Il était gris, tremblant et fonctionnant sur rien d'autre que l'adrénaline et le fantôme de son entraînement. Amelia a jeté une blouse de laboratoire sur ses épaules et a enfoncé une casquette chirurgicale sur sa tête. « Appuyez-vous sur moi. Nous ne sortons pas par l'avant. » Elle a retiré le frein du lit, le poussant vers la porte pour créer un blocus, puis a traîné Caleb vers l'ascenseur de service du poste des infirmières, celui utilisé pour la buanderie et les déchets. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient en glissant, elle a vu le Dr. Sterling sprinter dans le couloir, chariot d'urgence en remorque, suivi de 2 hommes en costume sombre, qui n'étaient définitivement pas des administrateurs d'hôpital. L'un d'eux avait sa main à l'intérieur de sa veste. L'ascenseur est descendu. Caleb s'est affaissé contre le mur métallique, glissant vers le bas jusqu'à ce qu'il touche le sol. « Point d'extraction », a-t-il râpé, sa voix sonnant comme du verre brisé. « Le quai de chargement », a dit Amelia, vérifiant son pouls. C'était Thready. Ma voiture est sur le parking des employés. Une Honda beige. Ce n'est pas un Black Hawk, mais ça devra faire. Ils auront le périmètre sécurisé, et murmurait Caleb, fermant les yeux. Confinement standard. Ils vérifieront chaque véhicule. Ils ne vérifieront pas les morts, a dit Amelia sombrement. L'ascenseur a sonné au niveau du sous-sol, morgue et pathologie. Amelia a tiré Caleb vers le haut. Le couloir était glacial, sentant le formaldéhyde et la cire de sol. Elle l'a conduit non pas à la sortie, mais dans la salle de préparation de pathologie. « Montez sur le brancard », a-t-elle ordonné. « Quoi? Montez! Tirez le drap. Vous êtes un John Doe qui n'a pas survécu. » Caleb a hésité, puis a compris. Il est monté sur le plateau en acier inoxydable. C'était glacial. Amelia a jeté un drap blanc sur lui, dans sa banane déchue, couvrant son visage. Elle a poussé le brancard vers les portes du quai de chargement, où les fourgonnettes des pompes funèbres restaient généralement à l'arrêt. Un garde de sécurité était assis près de la porte roulante, un presse-papier sur ses genoux. Ce n'était pas le vieil homme Jerry qui travaillait habituellement la nuit. C'était un nouveau gars, au cou épais et alerte. Le cœur d'Amelia a martelé contre ses côtes. Elle a poussé le brancard avec autorité. « Arrêtez » a dit le garde, se levant. « Où emmenez-vous ça? Pas de libération non autorisée pendant le confinement. » Amelia n'a pas ralenti. Elle a arrêté le brancard à quelques centimètres de ses tibias. Elle a baissé son masque, révélant un visage orageux d'épuisement et de rage. Ce n'est pas une libération, Jenny. C'est un transfert vers le réfrigérateur de débordement parce que le congélateur principal est à nouveau cassé. Vous voulez sentir un flottant de 3 jours? Soyez mon invité. Vérifiez-le. Elle a attrapé le coin du drap. Le garde a plissé le nez, reculant. L'odeur de sang et de maladie s'accrochant à Caleb était assez réelle. « Allez-y. » Le garde l'a renvoyé, ne voulant pas s'occuper de la paperasse ou de l'odeur. Amelia a poussé le brancard sur le béton détrempé par la pluie du quai de chargement. La tempête faisait toujours rage. La pluie fouettait son visage, caille cachant ses larmes. Elle a scanné le parking. Sa voiture était à 50 yards de distance. « Claire », a-t-elle murmuré. Caleb s'est assis, le drap tombant comme un linceul. Il ressemblait à un cadavre qui avait décidé de marcher. Ils sont arrivés à la Honda. Amelia l'a poussé sur le siège passager et l'a incliné complètement en arrière. Elle a jeté une couverture sur lui juste au moment où un SUV noir virait au coin de l'hôpital.
projecteur balayant le parking. Elle a démarré le moteur. Il a crachoté, puis a démarré. Elle a conduit lentement, douloureusement lentement, vers la cabine de sortie. Le bras de la barrière était baissé. Un policier a agité une lampe de poche sur son visage. « ID » a-t-il exigé. Amelia a remis son badge d'hôpital. Ses mains étaient instables. Elle était infirmière. Elle tenait les mains des gens pendant qu'ils mouraient. Elle pouvait gérer un flic. « Corps difficile » a demandé l'officier, faisant clignoter la lumière sur le siège arrière. « J'ai perdu un patient » a dit Amelia, sa voix se brisant. Ce n'était pas du théâtre. Un jeune homme, il n'avait pas à mourir. Le flic s'est adouci. Il n'a pas fait briller la lumière sur le tas de couvertures sur le siège passager. Il a vu une infirmière en deuil. « Rentrez chez vous, maman. Restez en sécurité. » La barrière s'est levée. Amelia est sortie dans la nuit pluvieuse de Seattle. Elle n'a pas expiré avant qu'il ne soit sur l'autoroute en direction du sud. À côté d'elle, Caleb a commencé à trembler violemment. « Nous sommes clairs » a-t-elle dit. « Non » a murmuré Caleb, fixant le rétroviseur latéral. « Nous ne le sommes pas. Vous avez un tracker sur votre voiture. » « Quoi? Je n'en ai pas. » Chaque voiture moderne a un transpondeur GPS. S'ils ont la clé, ils peuvent nous trouver. « Garez-vous, je ne peux pas me garer sur l'autoroute. Garez-vous ou nous mourrons. » Caleb a rugi, trouvant soudainement la force de saisir le volant. Amelia a viré sur l'accotement, les pneus crissant sur l'asphalte mouillé. Avant même que la voiture ne s'arrête, Caleb avait sa porte ouverte. Il a roulé dans la boue, se traînant sous le châssis de sa voiture. « Caleb » a-t-elle crié, sautant. Il était sous le pare-choc arrière, utilisant une pierre pour casser une petite boîte en plastique attachée au passage de roue. Il a arraché des fils à main nue. Il a rampé de nouveau dehors, couvert de boue et d'huile, tenant d'une boîte magnétique noire. « Il vous traquait » a-t-il haleté, jetant l'appareil dans les broussailles. « Depuis que vous avez quitté l'hôpital, ils nous ont laissés partir. Ils voulaient voir où nous courions. » Amelia a fixé l'appareil dans l'herbe. Les costumes ne les avaient pas manqués. Ils les chassaient. Ils ont abandonné la voiture 3 miles plus tard sur le parking d'un centre commercial et ont volé un pick-up rouillé qui avait les clés laissées dans le contact. Une chance. Ou peut-être juste des habitants de Seattle négligents. Amelia a conduit. Ils se sont dirigés non pas vers son appartement, mais vers le seul endroit qu'elle savait être hors réseau. La vieille cabane de pêche de son grand-père sur les rives de la rivière Skagit, 2 heures au nord. C'était l'aube quand ils sont arrivés. La cabane était glaciale, sentant les aiguilles de pin et la poussière. Amelia a aidé Caleb à l'intérieur et l'a jeté sur le canapé moisi. Elle s'est mise au travail. Elle n'avait pas un service d'urgence complet, mais elle avait le sac d'intervention qu'elle gardait dans son coffre, une habitude d'être la fille d'une survivaliste. Suturèse antibiotiques, lidocaïne, sérum physiologique. Elle a nettoyé ses blessures. Les trous de balles étaient en colère et rouges, mais la chirurgie avait tenu. Le vrai problème était le poison. « Buvez ceci » a-t-elle dit, lui tendant un mélange de comprimés de charbon et d'eau. « Ça aidera à lier toutes les toxines qui restent dans votre estomac. » Caleb le but, ses mains tremblantes. Il l'a regardé, ses yeux bleus s'éclaircissant finalement. « Pourquoi » a-t-il demandé. « Pourquoi? Quoi? Pourquoi avez-vous risqué votre vie pour moi? Vous avez vu le dossier, je suis un traître. » Amelia s'est assise sur ses talons. Elle a sorti le scan de la lettre de Michael de sa poche, l'impression physique qu'elle portait toujours. Elle le lui a tendu. Caleb a pris le papier. Il a lu les mots. Whiskey Tango, Foxtrot. Il a lu la ligne sur le fantôme. Il a fermé les yeux et une seule larme a tracé un chemin à travers la crasse sur son visage. « Michael, a-t-il murmuré, votre sœur de cœur. Dites-moi, a dit Amelia, sa voix dure. Dites-moi comment il est mort. » Caleb a secoué la tête. Il n'est pas mort dans un accident d'entraînement. Amelia, nous étions au Yémen, hors des registres. Opération Azrael. Azrael, Amelia a répété.
L'ange de la mort, ce n'était pas une guerre, a dit Caleb, fixant le feu qu'Amelia avait construit. C'était une liquidation. Nous avons été envoyés pour éliminer une cellule terroriste. Mais quand nous sommes arrivés là-bas, ce n'était pas une cellule. C'était une école technique pour filles. Amelia a couvert sa bouche. La cible était une fille de 14 ans, a continué Caleb, sa voix dépourvue d'émotion, ce qui a rendu les choses pires. Elle avait écrit du code, un logiciel de chiffrement que la NSA ne pouvait pas casser. Ils ne voulaient pas le code. Ils voulaient s'assurer que personne d'autre ne l'obtienne. L'ordre est tombé. Table raise, pas de témoins. Et vous avez refusé, a dit Amelia. Michael a refusé en premier. Caleb a dit qu'il avait coupé les communications. Il s'est tenu devant la porte. Il a dit au capitaine Keller d'aller en enfer. Keller, c'est lui qui dirige l'opération. Il a tiré sur Michael dans la poitrine. Amelia a senti le monde basculer. Elle a attrapé le bord de la table. Il lui a tiré dessus. Double tir au gilet, a dit Caleb rapidement. Ça l'a fait tomber. J'ai lancé une grenade flash. J'ai attrapé Michael et nous avons couru. Nous nous sommes séparés dans la zone d'extraction. J'ai pris 3 balles dans le dos. Je suis tombé dans un ravin. Au moment où je suis sorti en rampant, le village brûlait. Michael était parti. Alors il est mort, a murmuré Amelia, l'espoir mourant dans sa poitrine. C'est ce que je pensais, a dit Caleb. Il a levé sa main, montrant la gravure sur sa paume. Jusqu'à il y a 3 jours, j'étais dans une cellule de détention en Allemagne, attendant un transfert. Un garde m'a glissé une note. Elle avait ses coordonnées et un message. La cabane dans l'arbre est toujours debout. Caleb l'a regardé intensément. Seul Michael connaissait le code de la cabane dans l'arbre. Il est vivant, Emilia. Il se cache. Il a la fille et il attend l'extraction. 47, 19, 122, 30. Oh. Emilia a récité les chiffres de sa main. C'est ici à Washington. C'est le chantier naval de Puget Sound, a dit Caleb. Spécifiquement, les cales sèches déclassées. C'est un cimetière pour les vieux navires. L'endroit parfait pour un fantôme pour se cacher. Alors, nous allons là-bas, a dit Amelia, se levant. Non, a dit Caleb, essayant de se lever et échouant. J'y vais. Vous restez ici. Keller sait que vous êtes impliqués maintenant. Il enverra les nettoyeurs. Vous ne pouvez même pas marcher. Amelia a crié. Vous pensez que vous allez infiltrer une base navale, trouver mon frère et échapper à une escouade de la mort pendant que vos entrailles sont maintenues ensemble par de la superglue et des points de suture. Je suis un SEAL, a grogné Caleb. J'opère. Vous êtes un patient, a crié Amelia en retour. Et je suis l'infirmière, et en ce moment, je suis la seule raison pour laquelle vous respirez. Nous y allons ensemble, ou vous n'y allez pas du tout. Elle a attrapé un fusil de chasse rouillé du râtelier au-dessus de la cheminée. Elle a cassé la culasse, vérifiant les cartouches. « Je sais tirer », a-t-elle dit. « Papa m'a appris. » Caleb l'a regardé. Il a vu le même acier qu'il avait vu chez Michael. « D'accord », a-t-il dit doucement. « Nous y allons ensemble. » Mais avant qu'il ne puisse bouger, le son d'un lourd moteur diesel a percé le calme des bois. Puis le craquement des pneus sur le gravier. La tête de Caleb s'est relevée brusquement. Ils nous ont trouvés. Comment? Amelia a halté. Nous avons abandonné la voiture. Satellite, a dit Caleb, se poussant du canapé, la douleur gravée sur son visage. Imagerie thermique. Il scanne toute la grille pour 2 signatures thermiques au milieu de nulle part. Baissez-vous. La fenêtre avant s'est brisée alors qu'une grenade flash a traversé le verre. L'explosion était assourdissante. Une lumière blanche a brûlé les rétines d'Amelia et l'onde de choc l'a projetée contre le mur du fond. Ses oreilles bourdonnaient, un gémissement aigu qui noyait le monde. Elle ne pouvait pas voir. Elle ne pouvait que sentir la chaleur du feu là où la grenade avait enflammé le tapis. Une main a attrapé son col. Caleb. Il l'a traîné sur le sol, restant bas. Des balles y ont commencé à ronger les murs en bois de la cabane,
envoyant des éclats volés comme des shrapnels. Thwack, thwack, thwack. Fusil silencieux. Professionnel. Cuisine, a crié Caleb, sa voix sonnant sous l'aile à ses oreilles endommagées. Ils ont rampé dans la cuisine. Caleb a renversé la lourde table en chêne, créant une barricade. Il avait le fusil de chasse dans sa main. 2 tireurs à l'avant, un flanquant l'arrière, et analysé Caleb instantanément. Il n'était plus le patient mourant. Il était le faucheur, Amelia. La bonbonne de propane, a-t-il crié. Quoi? La cuisinière, allumez le gaz. Tous les brûleurs. Amelia s'est précipitée vers la cuisinière. Elle a tordu les boutons. Le sifflement du gaz a rempli la petite pièce. Fenêtre. Caleb a pointé la petite fenêtre au-dessus de l'évier. Allez! Il l'a aidée à monter. Elle est tombée dans l'herbe mouillée du jardin. Il faisait sombre. La pluie tombait toujours. Caleb a sauté après elle, atterrissant lourdement. Il a gémi, serrant son côté. Du sang frais s'infiltrait à travers ses bandages. Courez vers la limite des arbres, a-t-il ordonné. Ils se sont précipités vers la forêt dense à 50 yards de distance. Derrière eux, 3 silhouettes vêtues d'équipements tactiques noirs ont forcé la porte d'entrée de la cabane. Dégagez à gauche, dégagez à droite, et crié une voix. Caleb s'est arrêté à la lisière des arbres. Il a levé le fusil de chasse, visant non pas les hommes, mais la fenêtre de la cuisine par laquelle il venait de sortir. Feu dans le trou, a-t-il murmuré. Il a pressé la gâchette. La chevrotine a brisé la fenêtre de la cuisine et a étincelé contre la cuisinière en fonte à l'intérieur. Le gaz s'est enflammé. Boum! La cabane n'a pas juste brûlé, elle s'est désintégrée. L'onde de choc a jeté Amelia à plat dans la boue. Une boule de feu a poussé en champignon dans le ciel, transformant la nuit en jour. Le toit s'est effondré, enterrant les 3 mercenaires à l'intérieur d'une tombe de feu. Amelia était allongée dans la boue, haletant pour de l'air. Caleb était à côté d'elle, vérifiant le chargeur d'un pistolet qu'il avait apparemment pris à l'un des hommes pendant l'évasion. Non, il ne tenait rien, il bluffait. Avons-nous les avons-nous eus? A-t-elle balbutié. Nous avons eu l'équipe d'entrée, a dit Caleb, scannant les bois avec des yeux plissés. Mais Keller ne sera pas loin derrière. Il aura un drone au-dessus de nous dans 5 minutes. Il a regardé Amelia. Son visage était strié de suie, ses blouses déchirées. Nous avons besoin d'un autre véhicule, a-t-il dit. Et nous avons besoin d'armes, des vraies. Mon voisin, Melia a dit, pointant à travers les arbres. Monsieur Henderson, c'est un fou des armes. A un bunker. Il est en Floride pour l'hiver. Caleb a réellement souri. C'était un sourire terrifiant, féroce. Montrez le chemin, Sierra 2. Ils ont pillé la propriété de Henderson comme des criquets. Ils ont trouvé une vieille Jeep Cherokee et un coffre-fort à armes que Caleb a forcé en moins de 3 minutes. Il s'est armé d'un AR-15 et d'un Glock 19. Il a tendu à Amelia un Sig Sauer de 9 mm, sécurité désactivée. Pointé et pressé, a-t-il instruit. Je sais, a-t-elle dit, vérifiant la chambre. Ils ont conduit vers le sud, évitant les autoroutes, s'en tenant au chemin forestier. Caleb s'est estompé de nouveau. L'adrénaline de l'explosion s'estompait, le laissant gris et tremblant. « Vous saignez à blanc », a dit Amelia, le regardant. « Je vais bien », a-t-il menti. « Vous n'allez pas bien. Vous avez besoin d'une transfusion. Amenez-moi au chantier naval, a râpé Caleb. Amenez-moi à Michael, alors je pourrai mourir. Ils ont atteint les abords de Breton à minuit. Le chantier naval de Puget Sound se profilait au loin, un complexe industriel tentaculaire de grues et de navires de guerre gris. Les cales sèches sont sur le côté nord, a dit Caleb, regardant une carte sur son téléphone. Accès restreint, haute sécurité. Comment entrons-nous? Nous ne nous faufilons pas, a dit Caleb. Nous frappons. Il a garé la Jeep. Il a activé la radio sur le gilet tactique volé qu'il avait récupéré de la cache de Henderson. C'était en fait juste un gilet de chasse, mais il en avait l'air.
Il l'a syntonisé sur une fréquence spécifique, un canal d'urgence militaire. Ici, l'officier marinier en chef Caleb Thorne. Il a parlé dans la radio, sa voix projetant une autorité de commandement qui a glacé Amelia. Diffusion en clair. J'initie le protocole flèche brisé au secteur Nord 1. J'ai le paquet. Je répète, j'ai le paquet Azrael. Des hostiles sont en approche. Demande de soutien immédiat. Il a laissé tomber le micro. Vous venez de dire à toute la marine que nous sommes ici. Amelia a sifflé. Exactement. Caleb a dit, Keller opère dans l'ombre. Il utilise des mercenaires. Il ne peut pas combattre la vraie marine. J'ai juste allumé les lumières. Maintenant, Keller doit nous faire la course jusqu'à la cible. Il a fait vrombir le moteur. La Jeep a rugi vers la clôture périmétrique. « Accrochez-vous » a crié Caleb. Il a percuté la porte. La clôture grillagée s'est déchirée avec un crissement de métal. Ils étaient à l'intérieur. Ils ont roulé à toute vitesse à travers le labyrinthe de conteneurs maritimes et de grues massives. Là, Caleb a pointé, une immense coque rouillée reposait dans la cale sèche 4. Un vieux destroyer dépouillé de ses pièces. Caleb a claqué les freins. Il est sorti en trébuchant de la Jeep, serrant son fusil. « Michael » a-t-il crié dans l'obscurité. « Sierra 1, sortez. » Silence. Juste le vent sifflant à travers le gréement. Puis un point laser rouge est apparu sur la poitrine de Caleb. Amelia s'est figée. Elle a levé son arme, mais elle ne savait pas où viser. Lâchez l'arme, fantôme. Une voix a retenti des ombres du navire. Ce n'était pas Michael. Un homme est sorti de derrière une caisse. Il portait un uniforme militaire impeccable, des étoiles de général sur ses épaules. Il était flanqué de 6 soldats lourdement armés qui se déplaçaient avec la précision de machines. Général Keller. « Vous êtes un homme difficile à tuer, Caleb, » a dit Keller, souriant. « Et vous avez apporté la sœur. Comme c'est pratique. Réunion de famille. » Caleb a laissé tomber son fusil. Il était trop faible pour combattre 6 hommes. Il s'est agenouillé. « Où est-il? » Caleb a craché. « Michael. » Keller a ri. « Oh, Caleb, vous êtes vraiment endommagé au cerveau. Michael ne vous a pas envoyé ses coordonnées. Keller a sorti un téléphone de sa poche. Je l'ai fait. » Amelia a senti le sang geler dans ses veines. C'était un piège. C'était un piège depuis le début. « Il n'y a pas de Michael, » a dit Keller, s'approchant, dégainant un pistolet argenté. « Il est mort au Yémen, juste comme le rapport le disait. J'avais besoin que vous sortiez de votre cachette, Caleb. J'avais besoin que vous m'apportiez le disque chiffré que vous avez volé. Et regardez, vous me l'avez apporté. » Il a pointé l'arme sur la tête de Caleb. « Adieu, soldat. » Clic. Le son d'un marteau frappant un percuteur, mais pas de coup. Keller a froncé les sourcils, regardant son arme. Crac! Un coup de feu a retenti. Mais il ne venait pas de Keller. Il venait de haut, du pont rouillé du destroyer. L'arme de Keller a volé de sa main, brisée par une balle de sniper. « Je ne ferai pas ça, général. » Une voix a résonné par les haut-parleurs du chantier naval. Une voix qu'Amelia n'avait pas entendue depuis 4 ans. « Michael » a-t-elle murmuré. Sur le pont du navire, une silhouette est apparue. Il tenait un long fusil. À côté de lui se tenait une petite silhouette, une adolescente. Fantôme, la voix de Michael a retenti. « Éloignez-vous. » La pluie arrive. Le chantier naval a éclaté dans le chaos. L'avertissement de Michael, « La pluie arrive » n'était pas une métaphore. Du pont du destroyer rouillé, l'adolescente Sophie a tapé furieusement sur un ordinateur portable renforcé. Soudainement, les massives lumières halogènes H éclairant la cale sèche ont explosé dans une pluie d'étincelles, plongeant tout le secteur dans l'obscurité totale. « Vision nocturne » a crié le général Keller, se précipitant pour se mettre à couvert derrière une caisse d'expédition. « Tuez-les tous, zone de tir libre. » Mais les mercenaires de Keller se battaient sur un champ de bataille qui venait d'être retourné contre eux. En haut, une grue massive a gémi en vie, son crochet balançant sauvagement, contrôlé à distance par la fille. Il a percuté une pile de conteneurs, les envoyant tomber comme des dominos sur la position des mercenaires. En bas dans la boue,
Amelia a attrapé le col de Caleb et l'a traîné derrière le volant de la Jeep juste au moment où le pare-brise se désintégrait sous une grêle de tir automatique. Il est vivant! Amelia est sanglotée, rechargeant son pistolet avec des mains tremblantes. Caleb, il est vivant. Restez bas. Caleb a serré les dents. Il fonctionnait sur les vapeurs, sa vision d'un tunnel. Il fournit une surveillance. Nous devons les prendre à revers. Vous ne pouvez flanquer personne, a crié Amelia. Vous pouvez à peine vous tenir debout. Alors soyez mes jambes, a dit Caleb. Il a forcé la R-15 dans ses mains. Je distrairai leur tir. Vous couvrez le côté gauche, ne les laissez pas encercler. Non, Amelia a refusé. Nous restons ensemble. De l'obscurité de la coque du navire, le craquement du fusil de sniper de Michael a retenti de nouveau. Bang! Un mercenaire est tombé. Bang! Un autre est tombé. Michael les éliminait par le seul éclair de bouche. Keller, réalisant que son équipe était démantelée par un fantôme, a paniqué. Il a abandonné ses hommes et a sprinté vers la Jeep, son arme de secours, une mitraillette levée. Il n'essayait pas de s'échapper. Il essayait de tuer les témoins. « Meurs, ordure traître !» a crié Keller, pulvérisant des balles sur la Jeep. Des balles ont traversé la porte métallique. Caleb s'est jeté sur Amelia, prenant un éclat d'obus à l'épaule. Il a gémi, sa force échouant finalement. Keller a contourné le capot de la Jeep, le canon de son arme se nivelant à la tête de Caleb. Le général souriait, ses yeux grands ouverts de folie. Game over, fantôme. Amelia était piégée sous le poids de Caleb. Elle ne pouvait pas lever son arme. Michael ne pouvait pas tirer. L'angle était bloqué par le véhicule. Keller a pressé la gâchette. Clic. L'arme s'est enrayée. Un dysfonctionnement de cheminée. Pendant une fraction de seconde, il y a eu un silence. Keller a regardé l'arme avec incrédulité. Cette seconde était tout ce dont Amelia avait besoin. Elle n'a pas essayé de lui tirer dessus. Elle n'avait pas de l'angle. Au lieu de cela, elle a fouillé dans sa poche et a sorti la seule arme qui lui restait, le pistolet de détresse qu'elle avait pris du kit de bateau dans le garage de Henderson. Elle a enfoncé le canon dans l'espace entre la porte de la voiture et le cadre, visant directement la poitrine de Keller, et a pressé la gâchette. La fusée éclairante au magnésium a frappé Keller dans le gilet tactique. Elle n'a pas pénétré, mais elle s'est enflammée instantanément, brûlant à 3000 degrés. Keller a hurlé, laissant tomber son arme et griffant sa poitrine brûlante. La lumière rouge aveuglante l'a illuminé comme un démon dans l'obscurité. « Cible marquée !» a rugi Caleb, rassemblant le dernier de sa voix. « Sierra 1, envoyez-le. » Sur le navire, Michael a vu la fusée rouge. Il n'a pas hésité. Boum! La balle de gros calibre du fusil de sniper a déchiré la nuit. Elle a frappé Keller au centre de la masse, mettant fin à son hurlement instantanément. Le général s'est effondré dans la boue, la fusée crépitant toujours sur sa poitrine. Le silence est tombé sur le chantier naval. Les mercenaires, voyant leur chef mort et faisant face à un sniper invisible, ont jeté leurs armes. « Cessez le feu !» La voix de Michael a retenti par les haut-parleurs. « Sécurisez la zone. » Amelia a poussé Caleb d'elle. Il était inconscient, sa respiration superficielle. Caleb a-t-elle crié, pressant ses mains sur son cou. Un pouls, faible, mais là elle a levé les yeux vers le navire. Une échelle de corde s'est déroulée du pont. Une silhouette a glissé vers le bas, se déplaçant avec la grâce d'un homme qui avait passé sa vie dans l'ombre. Il a touché le sol et a couru vers eux. Il a retiré son masque. C'était Michael. Il était plus âgé, cicatrisé, et ses yeux étaient durs, mais c'était lui. Il est tombé à genoux dans la boue. Il n'a pas serré Amelia dans ses bras. Pas encore. Il est allé directement à Caleb, ses mains bougeant avec une efficacité exercée sur les blessures. « Il est hypoalmique », a dit Michael, sa voix rauque. « Il a besoin d'une évacuation maintenant. »« La marine arrive », a dit Amelia, des larmes coulant sur son visage, mélangées à la pluie.
Caleb les a appelés. Flèche brisée. Michael l'a regardé, puis l'a vraiment regardé. Il a tendu la main et a touché son visage avec une main gantée. « Vous l'avez sauvé, Evie, a-t-il murmuré. « Vous nous avez tous sauvés. » Les sirènes ont hurlé au loin. Des lumières bleues ont clignoté contre les coques grises des navires. La cavalerie était arrivée. 3 semaines plus tard, le soleil brillait sur la terrasse du centre de réadaptation des vétérans à San Diego. C'était une installation privée financée par des donateurs anonymes qui ressemblaient fortement à la communauté du renseignement, essayant de s'excuser pour une énorme gaffe. Amelia était assise à une petite table, 2 cafés devant elle. La porte s'est ouverte et un homme est sorti. Il utilisait une canne et il bougeait raidement, mais il marchait. Il portait des vêtements civils, un jean et un T-shirt qui révélaient les cicatrices en guérison sur ses bras. « Caleb !» Il s'est assis en face d'elle, grimaçant légèrement en ajustant sa jambe. « Ils me disent que je suis à la retraite, » a dit Caleb, prenant une gorgée de café. « Libération honorable, avantage complet et un accord de non-divulgation de la taille d'un annuaire téléphonique. » Et le général Keller Melia a demandé à être déchu de son rang à titre posthume, a dit Caleb. L'histoire officielle est un accident d'entraînement, mais les données sur ce disque, elles sont parvenues aux bonnes personnes. Le projet Azrael est fermé. Les filles de cette école au Yémen, elles ont été relocalisées. Elles sont en sécurité. Amelia a hoché la tête. Et Sophie, le MIT lui a donné une bourse complète. Caleb a souri sous un nouveau nom, bien sûr. Elle se plaint que les cours d'informatique sont trop faciles. Ils se sont assis en silence un instant, écoutant l'océan. Et Michael, Amelia a demandé doucement. Caleb a regardé l'eau. Michael est compliqué. Il ne peut pas revenir, Evie. Pas vraiment. Il est officiellement mort, mais il est là-bas. Il travaille pour un autre type d'unité maintenant, une qui ne répond qu'au président. Il a fouillé dans sa poche et a sorti un petit morceau de papier plié. Il voulait que vous l'ayez. Amelia l'a ouvert. C'était une seule ligne écrite de la main anguleuse de Michael. Sierra 2 est l'opérateur le plus courageux que je connaisse. À bientôt dans la cabane dans l'arbre. Amelia a plié la note et l'a tenue contre sa poitrine. Elle a regardé Caleb. Le fantôme était parti de ses yeux. Il n'était plus qu'un homme maintenant. Un homme qui avait survécu parce qu'une infirmière avait refusé de lâcher prise. « Alors, » a dit Amelia, essuyant une larme, « que fait un SEAL à la retraite de son temps? » Caleb l'a regardé et pour la première fois son sourire a atteint ses yeux. « Je pensais prendre un cours de premier secours, » a-t-il dit. « J'ai rencontré cette infirmière. Elle est incroyablement autoritaire, mais elle connaît son métier. J'ai pensé que je pourrais apprendre une ou 2 choses. » Amelia a ri. C'était un son clair et lumineux qui a chassé les ombres du mois dernier. « Vous allez être un étudiant terrible, » a-t-elle dit. Probablement, a accepté Caleb, tendant la main sur la table pour prendre la sienne. Mais je promets d'écouter le professeur. Cette histoire nous rappelle que parfois les champs de bataille les plus dangereux ne sont pas dans des terres étrangères, mais dans les endroits où nous nous y attendons le moins. Ce ne sont pas les armes ou l'entraînement qui ont sauvé la vie de Caleb dans cette salle de traumatologie. C'était l'amour d'une sœur pour son frère et sa capacité à reconnaître l'humanité chez un homme que tout le monde voyait comme un monstre. Amelia Hart n'a pas juste guéri un patient. Elle a répondu à un appel que personne d'autre ne pouvait entendre. Dans un monde plein de bruit, elle a écouté le signal. Wow, quel voyage! Des urgences chaotiques à Seattle à la confrontation sous la pluie au chantier naval, l'histoire d'Amelia et Caleb prouve que les héros viennent sous toutes les formes. Certains portent des bottes de combat et certains portent des blouses. Si cette histoire vous a tenu en haleine, veuillez appuyer sur ce bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne. Et si vous voulez plus d'histoires captivantes de survie, de mystères et de drames réalistes, assurez-vous de vous abonner et de sonner cette cloche de notification pour ne jamais manquer une mise en ligne. Qu'avez-vous pensé du rebondissement avec Michael? Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et je vous verrai